bonjour à tout le monde et merci de venir m'écouter à cette heure très très tardive. Donc je suis Jérôme Bazin, je vais vous parler, faire voyager un peu dans des pays à l'est de l'Europe, puisqu'on va parler des pays comme l'URSS, comme la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est. On passera aussi un petit moment en Italie pour parler des communistes italiens. Et je ne vais pas faire une conférence ex cathedra très très formelle. L'idée, c'est aussi de faire voir. Donc, j'ai amené plusieurs images. Donc, je vais commencer par cette image. Et puis ensuite, j'aurai trois points. Mais cette image de Décio Kornis, qui est un peintre hongrois. Et c'est un peintre. Donc là, vous voyez une image de 1947. Un peintre qui, dans l'après-guerre, a toujours dit son admiration pour Picasso. Et il a même participé, fondé, était très très actif dans une école d'art en Hongrie qui s'appelle l'école européenne. C'est une école européenne, non pas tellement parce qu'elle a des liens un peu partout en Europe, elle était surtout active en Hongrie, même uniquement en Hongrie. C'est une école européenne parce qu'ils s'inscrivent dans un cadre européen. On est en 1947, beaucoup espèrent que la guerre froide ne va pas encore séparer l'Europe en deux. Et dans ce cadre-là, ces artistes sont très militants, plaident pour envisager l'ensemble de l'Europe. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, si je ne parle pas assez fort. Donc, Décio Kornis fait partie de ce groupe et il a toujours placé Picasso comme la référence principale. Il y a beaucoup d'écrits et il est souvent cité. Il a deux artistes qu'il définit comme les deux artistes majeurs qui ont inspiré son école et tout ce qu'il veut faire. C'est Bartók, le musicien, et Picasso. C'est deux figures très très différentes, puisque d'un côté on a le musicien qui incarne vraiment la musique hongroise, donc quelque chose de très national, et puis de l'autre côté on a Picasso qui est défini par Kornis comme celui qui arrive à faire l'unité entre le peuple, c'est les mots de Kornis, le peuple, ce qui est populaire, le genre humain, très important, à l'après-guerre, la thématique de comment être humain, comment redevenir humain est important, et ce que Kornis appelle l'européanisme. Donc c'est le populaire, le genre humain et l'européanisme qui sont réunis par Picasso et par Bartók. Bon, ça c'est pour présenter en quelques mots Kornis. Et en 1947, et quand on regarde ce genre de tableau, on peut le regarder de deux façons différentes. Soit on le regarde dans la perspective de retrouver Picasso, et on peut retrouver du Picasso dans ce tableau, notamment le Picasso de l'après-Seconde Guerre mondiale, le Picasso de La joie de vivre de 1946, je ne sais pas si vous voyez ce tableau avec le pan qui danse, on peut voir une figure ici qui danse, et voilà, la succession de figures avec une dansante peut rappeler Picasso. Mais évidemment, il y a une autre façon de regarder ce tableau qui est de voir tout ce qui le sépare de Picasso. Les couleurs, bien sûr, qui sont assez peu des couleurs de Picasso, la géométrisation, les lignes très droites, la rectitude, qui n'appartient pas vraiment, même pas du tout au vocabulaire de Picasso, et même dans les figures humaines, ce ne sont pas vraiment des figures qui relèvent de l'esthétique de Picasso. Et j'ai choisi cette peinture pour commencer parce qu'elle me semble intéressante dans ce rapport compliqué de l'Europe de l'Est à Picasso. Picasso est une référence, bien sûr, et certains s'en réclament et le posent comme le principal modèle. Et même, comme je vous le disais, ce qui peut permettre d'unifier l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, au niveau culturel et artistique. Et en même temps, c'est aussi des tableaux qui interrogent sur comment est-ce qu'on les regarde, qu'est-ce que l'on peut en dire et comment on les raccroche à Picasso. Et est-ce qu'il faut mieux les voir comme une imitation de Picasso ou est-ce qu'il vaut mieux insister sur tout ce qui les différencie de l'art de Picasso. Vous allez voir, c'est un peu le genre de questions que je pose à ces images. Je vais commencer, je vous ai dit 3 points, encore une fois, ce n'est pas un exposé très formel, c'est juste pour organiser un peu les choses. Commencer par rappeler des choses assez simples sur la présence des œuvres de Picasso en Europe de l'Est. Donc, je vais parler de l'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale, le bloc de l'Est, le bloc communiste.
C'est une présence qui est très très forte, Picasso étant souvent exposé, plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. Alors il y a des expositions qui sont célèbres, comme cette exposition à Moscou en 1956. C'est l'orage qu'on entend. L'exposition à Moscou en 1956, qui a été un grand événement en URSS et dans tout le bloc de l'Est. Une grande exposition consacrée à Picasso. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous devinez de loin, on a des Picasso des différentes périodes qui sont exposés à ce moment-là. Ce qu'on voit aussi, c'est ce public, le public moscovite, qui a été beaucoup scruté. En URSS, on scrutait beaucoup les réactions des gens, ce qu'ils disaient, on rapportait. Donc on a énormément de sources sur ce public. Et ce qui revient, et ce qu'on ne voit pas vraiment sur ces images, c'est le bruit de ces expositions. Ça a été une exposition extrêmement bruyante, au sens où les gens discutaient beaucoup et s'écharpaient sur ces peintures. Certains les trouvant géniales, certains trouvant vraiment que ça ouvrait totalement les habitudes. Enfin, de fait, ça tranchait avec ce qui était exposé d'habitude en URSS. Donc beaucoup, en fait, appréciaient cette ouverture en 1956, après la mort de Staline, dans un contexte de dégel. D'autres considérant que c'était vraiment n'importe quoi, qu'il y avait une forme de déformation de l'art, une dégradation de l'art. Et c'était une exposition, contrairement à ce que laissent penser ces images, une exposition très très agitée. Et même les forces de l'ordre, à un moment, se sont demandé comment elles allaient réguler toute cette agitation autour des tableaux de Picasso. En tout cas, c'était une exposition très très officielle, au musée Pouchkine, si vous voyez, au centre de Moscou, le musée de l'art étranger à Moscou. Et il y aura d'autres expositions Picasso par la suite. Picasso est présent dans les grandes expositions, surtout après, à partir de la deuxième moitié des années 50. Il est aussi présent dans d'autres lieux, comme ici vous voyez un appartement, qui n'est pas un appartement de n'importe qui, c'est Ilya Ehrenburg, qui est un grand écrivain soviétique, connu notamment pour avoir écrit le roman qui s'appelle Le Dégel en 1954, qui est un roman très important justement sur le dégel en Union soviétique, pour penser ce dégel et la situation après la mort de Staline. Ehrenburg a toujours été depuis longtemps proche de Picasso. Il a été exilé très très jeune après la révolte en Russie en 1905. Il a été exilé à Paris. Il est souvent venu à Paris dans les années 1920. Donc il connaît Picasso. Il l'a revu en Pologne pour le seul voyage de Picasso en Pologne à Wrocław. Et vous voyez ici donc Ehrenburg, son épouse, et sa collection de Picasso. Ce type d'expositions assez fréquents en URSS et dans les autres pays socialistes, les expositions d'appartements. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce qui est exposé chez un privé, chez une personne comme Ehrenburg, et ce qui était exposé au musée Pouchkine. On ne peut pas dire qu'il y avait un Picasso officiel, un Picasso inofficiel. Ce sont les mêmes œuvres, à peu près, des œuvres semblables, qui se retrouvent chez l'un et dans un cadre et dans un autre cadre. Je vous ai mis cette autre reproduction. Alors là, on va changer de pays, on va partir de l'URSS, on va aller en Pologne, parce que la Pologne a toujours été la Pologne socialiste, la Pologne qui devient communiste après 1944, a toujours été très très intéressée par Picasso et a surtout montré très souvent des Picasso, y compris des originaux, y compris à des périodes difficiles. Là, c'est une exposition d'art français de 1952. Donc Staline n'est pas encore mort, on est encore on n'est pas dans le dégel, on est dans le gel, et le gel dur. 1952, c'est une des années les plus dures au niveau répressive au niveau culturel, et néanmoins, à Varsovie, il y a une exposition, au centre de Varsovie, une exposition tout à fait officielle d'art français. Et vous voyez, je vous ai pris cette page, donc c'est une page de presse. Vous reconnaissez Massacre en Corée, que vous pouvez voir, je ne sais pas s'il est exposé en ce moment, mais souvent il est au musée Picasso, Massacre en Corée. Donc vous avez Massacre en Corée, et vous avez d'autres peintres français, vous avez Matisse, vous avez Léger, vous avez Pignon, et vous avez des artistes réalistes socialistes français qui aujourd'hui sont tombés dans l'oubli.
Parfois c'est dommage, parfois bon, ça se comprend qu'il soit tombé dans l'oubli, mais je trouve cette page intéressante pour deux raisons. La première raison, c'est que tout est mis sur le même plan et tout est pris dans un même ensemble. C'est-à-dire Picasso, Léger, Matisse, le réalisme socialiste, tout ça fait partie du même univers et tout ça est présenté sur le même plan. Et puis il y a une autre chose que vous devinez peut-être pas très bien avec cette projection, ce sont les couleurs. Il y a un vrai traitement, une sorte d'unification de tous ces tableaux avec des couleurs très pastel, très, très pâles. Je ne sais pas si vous voyez le Matisse là, mais les couleurs propres à Matisse disparaissent pratiquement avec cette reproduction. Tous les tableaux ont à peu près la même tonalité chromatique. Et là aussi, ça participe de cette façon d'unifier tous ces artistes français, de les mettre sur le même plan. Et Picasso devient un artiste communiste parmi les autres artistes communistes. Bon, Matisse n'étant pas du tout communiste, mais c'est une façon de représenter cet art français, donc, qui encore une fois a été exposé à Varsovie. On va rester à Varsovie, on va continuer de parler de ces questions de reproduction, parce que Picasso, en Europe de l'Est, il a surtout été présent avec des reproductions. Et les Polonais étaient très très forts dans des reproductions, y compris des reproductions de très très grande taille. Notamment en 1955, lors du Festival de la jeunesse et des étudiants. Je ne sais pas si vous voyez ce genre d'événements qui ont eu lieu beaucoup en Europe de l'Est, un peu en Europe de l'Ouest, et qui étaient des très très grands événements avec plein d'expositions, plein de délégations de différents pays qui venaient dans une ville. Et en 1955, c'est Varsovie qui accueille ce Festival des jeunes et de la jeunesse. Donc il y a beaucoup beaucoup de décorations publiques qui sont mises, y compris pour cacher les ruines. En 1955, à Varsovie, c'est encore un champ de ruines. Il y a eu des reconstructions, mais pas totalement. Et donc, il y a des énormes décorations murales sur les ruines. Là, ce que vous voyez ici, ce sont des dessins, des projets de l'ensemble des décorations murales, où vous avez une reproduction de Massacre en Corée, ici. Vous avez une reproduction de Guernica tout au fond. Puis vous avez d'autres œuvres, mais je vais passer. La seule à avoir vraiment été réalisée, c'est Guernica, que vous voyez ici. Et on a cette photographie qui est intéressante. Donc on voit bien que c'est une reproduction pratiquement à l'échelle gigantesque de la vraie œuvre de Guernica. Bon, la photographie est intéressante parce qu'il y a aussi le décalage entre cette œuvre très militante, très importante dans le monde socialiste, parce que c'est l'œuvre antifasciste par excellence, l'œuvre qui dénonce les agressions fascistes. Le décalage entre cette œuvre-là et puis ces jeunes qui jouent devant. Et surtout, on devine un peu encore le Varsovie en ruine sous les pieds de ces enfants. Et il y a un élément qui m'a toujours intrigué dans cette photo et pour lequel je n'ai pas d'explication, mais que je trouve néanmoins intriguant, c'est cette partie-là, qui fait partie de l'œuvre, qui était déjà prévue dans le dessin, on la retrouve ici. Ce sont ces traits au-dessus de Guernica. Si vous avez en tête, on va jouer un peu sur la mémoire, les photographies de Guernica en 1937, dans l'atelier de Picasso, rue des Grands Augustins, Dora Maar fait des photographies de Guernica dans son atelier. Il y a aussi ces poutres au-dessus du tableau, donc là je parle de l'original en 1937 de Guernica. Au-dessus du tableau, il y a une série de poutres. Et si vous repensez au moment où Guernica a été exposé, qui est le pavillon espagnol en 1937, lors de l'exposition universelle de 1937, il y a également des poutres qui sont plus espacées, mais qui rythment Guernica, qui sont au-dessus de Guernica et qui accompagnent l'œuvre. Je n'ai pas d'explication sur pourquoi est-ce que ces poutres ont été reproduites à Varsovie en 1955, quand les Polonais ont fait une copie grandeur nature de Guernica. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait une sorte de mémoire non seulement de l'œuvre, mais du lieu de l'œuvre. C'est-à-dire ces Polonais connaissent ces photographies de Dora Maar, les Polonais connaissent les photographies du pavillon espagnol de 1937, certains étaient même au pavillon espagnol de 1937, et ils redonnent en quelque sorte
le lieu de l'œuvre, en tout cas quelque chose qui évoque ce lieu. Et ça ne fait pas du tout partie, hein, vous voyez, ce n'est pas un élément qui devait être partie de l'ensemble. Donc voilà. Tout ça pour dire que Picasso est très très présent essentiellement, hein, sous la forme des reproductions. Le deuxième point, je vais aller un peu plus vite, et un point assez attendu quand on connaît la production visuelle des sociétés communistes, c'est la question des images de la guerre, puisqu'on a énormément d'images de la guerre, et des images qui reprennent très souvent Picasso. Là, je vous montre par exemple un tableau hongrois qui s'appelle Guerre-Vietnam de 1963-1965, et vous voyez que c'est une reprise du Massacre en Corée de Picasso, donc 10 ans après, hein, un artiste hongrois reprend Massacre en Corée, sans beaucoup d'inspiration, je trouve. Ce n'est pas un tableau très original, c'est un des tableaux qu'on en trouve beaucoup. Plus original, et même, je trouve, vraiment passionnant, ce tableau-là, qui, vous le voyez, reprend Guernica, justement, ça fait partie de ces tableaux. Est-ce qu'il faut les regarder en disant il reprend Guernica, ou est-ce qu'il faut chercher tout ce qui le différencie de Guernica? Pour le présenter en quelques mots, c'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Willy Zitte, un tableau qui a été fait en Allemagne de l'Est en 1959. Et c'est un tableau sur le massacre de Lidice. Lidice, c'est un village en Tchécoslovaquie, enfin une petite ville en Tchécoslovaquie, au nord de Prague. Et en 1942, c'est un village qui a été rasé par les Allemands à la suite de l'assassinat d'Heydrich, donc le Reichsprotecteur de la Bohême-Moravie pendant la guerre. Heydrich a été assassiné par les résistants tchécoslovaques, et donc, en représailles, les nazis rasent ce village. En 1942. Pour la commémoration de 1962, l'Allemagne de l'Est prévoit d'offrir un tableau, et ce n'est pas celui-ci, hein, qui est offert, c'est un autre tableau qui a été offert, mais un des grands artistes est-allemands, Willy Zitte, fait toute une série de tableaux, d'esquisses, de variations autour de ce massacre de Lidice. Juste entre parenthèses, le tableau final qui a été offert à Lidice, donc par l'Allemagne de l'Est à la Tchécoslovaquie, a disparu. Il a disparu au moment de la commémoration, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est un tableau de 4 mètres sur 3, hein, donc un tableau gigantesque, et dont on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il est devenu, ce qui est pratiquement un acte manqué. Hein. Pourquoi est-ce qu'un tableau qui devait commémorer des liens entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est a finalement disparu? Ce n'est pas celui-ci qui a disparu. Hein. Ça, c'est un des multiples tableaux que Willy Zitte a fait. Si on le regarde un peu plus précisément, c'est un tableau, donc évidemment très picassien. Hein, on pourrait retrouver plein d'éléments qui rappellent Picasso, y compris des éléments vraiment de Guernica, hein, la lampe, certains membres comme ça dont on ne devine que des membres. Même j'aime bien cette poutre et le clou dans la poutre, hein, qui est vraiment un motif cubiste, qui ici n'est pas vraiment traité de façon cubiste, mais qui renvoie forcément à des éléments cubistes. Et puis vous avez la table, tout ça. Néanmoins, il y a beaucoup de différences par rapport à Guernica. Et pour dire très, très rapidement, il y a toute la question du rapport entre les bourreaux et les victimes. Vous avez peut-être en tête que dans Guernica, c'est une question qui s'était posée, hein, est-ce que Guernica a une image seulement de victime, ou est-ce qu'il faut essayer de voir dans le tableau une représentation des bourreaux? Et notamment, c'est tout le débat sur comment comprendre le taureau, hein, qui est à gauche de l'image. Est-ce que le taureau est une représentation des bourreaux et du fascisme? Est-ce que le fascisme est visible dans Guernica? Une question qui n'est pas facile à trancher. Massacre en Corée, plus tard, hein, 1953, Massacre en Corée est beaucoup plus simple d'une certaine façon et beaucoup plus lisible, hein, puisque vous avez les soldats qui tirent sur la population civile et on voit très très bien qui est qui. Ici, on a une division assez claire, hein, des bourreaux et des victimes. Ici, vous avez les soldats qui ne font rien, qui ne sont pas en train de tirer, hein, ou de massacrer.
Et ici, vous avez la population. Alors, surtout des femmes, on voit un homme mort ici, on voit une femme qui essaye de fuir avec une fenêtre. Là aussi, on est vraiment dans Guernica. Je ne sais pas si vous voyez, dans Guernica, il y a aussi une fenêtre et juste à côté, un personnage qui tente d'échapper. Mais finalement, la vraie originalité de ce tableau, et ce qui fait qu'il nourrit beaucoup d'interrogations, c'est cet élément-là. Donc ce soldat, on le reconnaît comme soldat, avec un appareil photo qui photographie cette troupe. Ce soldat qui est vraiment au centre du tableau, qui est clairement visible sur le fond jaune, et même le tableau n'est pas tout à fait carré, mais en tout cas il se rapproche d'une forme carrée, et pratiquement, ici vous avez un désordre visuel, il faut passer un peu de temps pour voir les différentes formes, et ce qui apparaît le plus clairement, c'est vraiment cet homme à la caméra, on pourrait dire. Homme à la caméra qui ne renvoie à rien chez Picasso, enfin dans Guernica ou dans Massacre en Corée, on n'a pas cette mise en abîme de quelqu'un qui regarderait le massacre. Et les gens qui travaillent sur Villisiteux se demandent beaucoup pourquoi est-ce que Villisiteux a mis au centre ce soldat. Il y a une explication historique simple et véridique, c'est que les nazis ont beaucoup photographié le massacre de Lidice pour faire connaître, justement pour dissuader d'autres attentats contre des dirigeants nazis. Mais il y a quand même une question, et c'est ce qui rend le tableau intéressant, ce qui l'éloigne de Guernica et ce qui le rend intéressant. Pourquoi est-ce qu'un artiste est-allemand a choisi de mettre au centre et de structurer sa toile autour d'une figure d'un soldat allemand photographiant le massacre? Ça change quand même beaucoup le sens de la peinture d'histoire et ce que l'on met derrière ce tableau. Et j'ai plus trop le temps, je pense, de développer, mais toute cette histoire de tableau perdu, donc le tableau final qui est perdu, montre bien que ces représentations-là, les représentations donc, données par l'Allemagne de l'Est à la Tchécoslovaquie, dérangeaient quelque part. On ne sait pas qui est-ce que ça dérangeait, est-ce que ça dérangeait du côté est-allemand ou est-ce que ça dérangeait du côté tchécoslovaque, mais en tout cas, il y avait quelque chose de pas suffisamment antifasciste et de pas suffisamment lisible dans ce type de peinture. Et à mon avis, ce qui le rend intéressant et ce qui à l'époque le rendait difficile à lire, c'est justement tout ce qui le fait échapper à un héritage proprement picassien. D'accord ? On va terminer en conclusion avec des images de Picasso. C'est une des choses qui là aussi m'intrigue ou m'interroge. On sait que Picasso a fait... Il y a beaucoup d'images de l'homme Picasso. Et je trouve intéressantes les images qui ont été faites en Europe de l'Est. Des images qui, vous voyez, sont des sculptures, on va voir des sculptures, des peintures de Picasso. Là, vous avez une sculpture qui est à la galerie Tretiakov à Moscou, et là, vous avez une autre sculpture faite en 1962 et qui est aujourd'hui à la Galerie nationale slovaque à Bratislava. Ce que je trouve intéressant, c'est l'expression de Picasso. L'expression que ces artistes, ces différents artistes, ici soviétiques et tchécoslovaques, ce qu'ils donnent à Picasso. Ici, une œuvre, j'aime pas dire le mot kitsch, mais là quand même c'est difficile de ne pas dire le mot kitsch quand on voit y compris la matière, c'est de l'argile et de la pierre, enfin vous voyez les yeux qui sont des petits bouts de pierre pour donner une âme à Picasso. Il y a cette expression de bienveillance, de gentillesse dont... Vous me dites si vous en connaissez une, mais je ne vois pas d'image de Picasso produite autour de Picasso qui mettent en scène autant une sorte de gentillesse de grand-père, d'affection de grand-père, d'attention aussi. Ce qui renforce le côté kitsch, donner ce type d'image de Picasso. Ici, vous avez une image totalement différente. Alors, une matière, c'est du béton et de l'acier, donc c'est une matière très, très particulière. Et là aussi, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir de Picasso, un Picasso totalement perdu, hagard, avec des grands yeux, une sorte de Picasso déconnecté et perdu.
Bon, je vous montre d'autres images, celle-ci n'est peut-être pas la plus intéressante, elle vient aussi de Slovaquie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce tableau de Sándor Botnik, qui est un grand artiste hongrois, qui a une longue carrière dans la première partie du XXe siècle, et Picasso n'est pas son influence principale, mais à la fin de sa vie, Botnik revient sur Picasso et donc intègre Picasso à ses références. Je vous ai dit qu'on allait passer par l'Italie très, très rapidement. Ce sont des œuvres de Renato Guttuso, qui est un artiste italien communiste, très, très présent en Europe de l'Est, du fait de son engagement communiste. Les pays socialistes achetaient énormément d'œuvres à Renato Guttuso. Vous voyez d'ailleurs que ce dessin, ce que vous voyez ici, c'est la reproduction telle qu'elle est présente à l'université Humboldt de Berlin-Est, donc telle qu'elle a été reproduite à Berlin-Est. Et en 1973, à la mort de Picasso, Guttuso a fait toute une série de portraits de Picasso autour de ces grandes figures. Bon, j'ai choisi cette image-là parce qu'il y a ce portrait de Picasso, là aussi une image de Picasso qu'on n'a pas l'habitude de voir, un Picasso en colère, et presque en colère contre ces images, contre ces modèles, enfin, ce qu'il a fait exister. Il y a d'autres images de Guttuso, vous voyez ce genre de dessin que Guttuso fait, où Guttuso joue sur le parallèle entre Staline et Picasso. Vous savez peut-être que Picasso a fait des portraits de Staline qui ont fait scandale en 1953. Et à la mort de Picasso, Guttuso revient sur cette histoire de portrait et il fait des portraits qui sont à mi-chemin entre Picasso et Staline. Des choses assez troublantes. Je n'ai pas d'explication sur cette vague. Pourquoi est-ce que Picasso, comme homme, est autant représenté dans les peintures communistes, ici italiennes, mais dans plein d'autres pays? Mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, à interroger sur cette incarnation visuelle de Picasso. Et je termine, c'est ma dernière slide, sur un des portraits de Picasso que je trouve les plus intéressants, et là aussi les plus bizarres. Alors je n'ai jamais vu la sculpture en vrai, je ne la connais que par cette photographie, et je ne sais pas où est la sculpture, je n'ai pas réussi à trouver où était la sculpture. Dans les musées d'Allemagne de l'Est qui ont des grandes collections de sculptures, je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est donc un sculpteur qui s'appelle Gustav Seitz, qui a été formé à Berlin sur la République de Weimar, donc une culture artistique très, très large, dont Picasso faisait partie. Et il a commencé comme à Berlin-Ouest sa carrière, et puis il a été, notamment il était professeur d'art à Berlin-Ouest. Il a été renvoyé de ses fonctions, comme beaucoup de professeurs et d'artistes à Berlin-Ouest, et donc il est passé à l'Est. C'est un des cas de passage d'Ouest en Est, ça a aussi existé. Et à Berlin-Est, il devient un des grands sculpteurs du régime communiste. Et il fait toute une série de ces sculptures, qui ne sont pas des bustes, c'est vraiment des têtes. Ce n'est pas un buste parce qu'il n'y a pas les épaules. Il y a juste la tête, donc il fait aussi Brecht, il fait Mao, il fait Marx, bien sûr, toutes les grandes figures de l'époque. Mais le Picasso est vraiment, je trouve, très particulier dans la façon dont le visage de Picasso est traité. Moi, quand j'ai vu cette photographie, et la photographie accentue vraiment des caractéristiques, je trouve, de l'œuvre, ça m'a fait penser immédiatement à Mussolini. Je ne sais pas si vous voyez cette tête de Mussolini que Mussolini faisait dans la propagande mussolinienne des années 20 et des années 30. Ici, on a vraiment un Picasso Mussolini, qui est quelque chose d'un peu troublant, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose une sorte de retour d'une esthétique de l'époque fasciste dans ce contexte socialiste de 1952, appliqué à un artiste comme Picasso, ce qui est quand même bizarre. Donc vous avez ce visage massif, ce visage carré, et puis ces yeux creux, ouverts mais vides.
Et ça donne vraiment une impression, je ne sais pas comment vous le lisez, moi je le vois vraiment comme une sorte d'empereur du XXe siècle, hein, d'art du XXe siècle, une sorte de duce de l'art du XXe siècle. Et en tout cas, voilà, je voulais terminer sur ces images parce qu'elles ne sont pas faciles à comprendre, comme beaucoup d'images qui viennent de ces pays d'Europe de l'Est. Non seulement parce qu'il peut y avoir des informations manquantes, mais c'est aussi parce que ce sont des images qui ne sont pas, dont la compréhension et l'analyse n'est pas forcément très simple. Et aussi parce que, je termine vraiment là-dessus, ce sont des images qui, quelque sorte, amènent à réfléchir à ce que l'on associe à Picasso, parce que quand on les regarde de près, on voit qu'ils peuvent associer autour de Picasso des choses qui ne nous semblent pas si naturelles. Voilà, je vous remercie.